Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Lorraine Ekoué, romancière, et de nos éditorialistes Alfred Django et Jemal Taleb. Et tout de suite, direction le Maroc, où pour la première fois, une association sahraoui indépendantiste a été autorisée à exercer. Il s'agit de l'association sahraoui des victimes des violations des droits humains, qui vient de recevoir le feu vert de la part des autorités marocaines. Kekelia Feto. Au Maroc, une association sahraoui indépendantiste a reçu l'autorisation de mener ses activités en toute liberté sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit de l'association sahraoui des victimes des violations des droits humains, l'ASVVDH, une première pour le royaume chérifien et qui fait suite à une recommandation émise par le Conseil national des droits de l'homme en 2013. C'est conformément aux engagements du Maroc auprès des Nations Unies. Donc la première association sahraoui a été autorisée il y a maintenant 3 semaines pour exercer au Maroc. Et d'autres autorisations sont également à venir. Donc le Maroc est déterminé à réunir toutes les conditions nécessaires pour la mise en place du plan d'autonomie des provinces du Sud. Donc tout cela dans l'esprit d'ouverture, de respect des droits de l'homme du Maroc. Si la SVVDH existe depuis 2005, elle n'est toutefois toujours pas reconnue par le ministère de l'Intérieur marocain. Pour des observateurs, cette annonce représente une première étape vers une éventuelle reconnaissance officielle. C'est une décision web qui montre que la volonté du Maroc de trouver une solution définitive en accord avec ses engagements auprès des Nations Unies est une volonté forte du Maroc. Et la décision, c'est une décision importante pour donner la possibilité à tous les citoyens marocains des provinces du Sud de s'exprimer de la manière dont ils le souhaitent et dans la légalité. L'association sahraoui des victimes des violations des droits humains n'attend plus que de recevoir des documents officiels pour exercer. Un processus de législation qui devrait s'achever dans les jours à venir. Jemal, que pensez-vous de cette autorisation? On rappelle que c'est une première dans l'histoire du pays. C'est bien, tout ce qui peut avancer les libertés, très bien, sauf que c'est la question du Sahara occidental, le débat n'est pas là, le débat est ailleurs. La question n'est pas à savoir est-ce que l'effectivité de l'occupation marocaine permet d'autoriser ou pas des associations sahraouies d'exercer. Si les associations sahraouies acceptent l'autorisation, ça veut dire que l'occupation du Sahara occidental est en soi une effectivité acceptée. Or, il ne s'agit pas de ce débat-là, le débat est ailleurs. Le débat est la question de savoir, est-ce que les référendums vont être faits, est-ce que les résolutions du Conseil de sécurité vont être faites, est-ce qu'il va y avoir une avancée importante vers la paix, vers l'autodétermination du peuple sahraoui ou pas, mais en tout cas sa prononciation pour sa liberté ou pas liberté. Oui, en tout cas, c'est là le débat qui se posera, à mon avis, beaucoup plus que l'idée de savoir. Cela dit, encourageant en tout cas. Non, cela dit, voilà, j'ai commencé par ça. Tout ce qui peut permettre l'expression donc de la liberté est une bonne chose. Et là, en l'occurrence, c'est un pas important, mais ça ne répond pas, encore une fois, à la question centrale, qui est donc celle du Sahara occidental et qui mine le développement de la région, la stabilité de la région, y compris jusqu'à l'Union africaine. Donc c'est le débat, à mon avis, beaucoup plus important. Et donc si demain nous voulons que le Sahara occidental récupère une vie normale, il va falloir le mettre donc à une discussion, d'un niveau qui permette de régler définitivement cette question par l'organisation d'un référendum tel que voulu, demandé et cherché par les Nations Unies. Mais Alfred, est-ce que cette décision laisse quand même présager une détente sur cette question justement du Sahara occidental? Je ne sais pas, Fanny, si ça permet vraiment une détente. C'est tellement un petit pas, un pas vraiment minime que on ne peut pas vraiment beaucoup supputer là-dessus quand on sait que la vraie question qui se pose pour le Sahara occidental, c'est la question de l'indépendance du Sahara occidental. Or, on sait que depuis 1978, le Maroc a quitté l'Union africaine à cause justement de l'admission de la RASD au sein de l'OUA à l'époque. Sous Edem Kodjo, comme secrétaire général justement de l'organisation Grand Africain devant l'Éternel. L'organisation de l'unité africaine. Et donc aujourd'hui, il y a une tension entre l'Algérie et le Maroc autour de cette question.
Donc il faut à un certain moment que le Maroc, la République arabe sahraoui démocratique et l'Algérie, l'Union africaine se retrouvent autour de la table pour dire référendum ou pas pour l'indépendance du Sahara occidental. Merci. Dans l'actualité également en France, la 3e édition de la Journée nationale des diasporas africaines a eu lieu à Bordeaux ce samedi. Cette année, l'événement a été placé sous le thème de l'innovation. Ibrahim Ndiaye et Ousseynou Gueye. L'Afrique innove, réunie à l'occasion de la 3e Journée nationale des diasporas africaines à Bordeaux en France. De jeunes inventeurs africains ont présenté leurs projets. Des innovations, notamment dans les domaines de l'éducation, de la culture ou encore la santé. Ces jeunes inventeurs ont un seul leitmotiv, dépasser les nombreux obstacles qui ralentissent l'émergence du continent africain. Arthur Zang fait partie de ces jeunes créateurs. Son domaine de prédilection, le secteur de la santé. Le cardiopode est un appareil médical qui se présente sous forme d'une tablette tactile et dont l'objectif est de réaliser les examens médicaux cardiaques, plus particulièrement l'électrocardiogramme. Et le cardiopode est un appareil qui est très particulier parce qu'il permet également de transmettre les résultats de l'examen à distance pour obtenir un diagnostic. Le secteur de l'éducation était également au cœur des débats. Thierry Ndoufo, inventeur, y a présenté son projet, Kelassi, la première tablette éducative ivoirienne. Une invention adaptée aux conditions climatiques des pays chauds, puisqu'étanche à l'eau et à la poussière, et qu'il espère facilitera l'apprentissage des étudiants en Afrique. Kelassi est une tablette pour l'éducation numérique, c'est un cartable numérique, un tout en un, qui permet à l'élève et à l'étudiant d'aller à l'école avec moins de 500 grammes et accéder à des centaines de milliers de ressources éducatives. Et qui permet à l'enseignant également donc de disposer d'une plateforme de création de cours numériques et de diffusion de cette plateforme-là à ses élèves, aux élèves de la classe. Et c'est enfin un moyen de suivi donc, de la formation et des performances donc, des élèves par les parents. Cette 3e journée nationale des diasporas africaines était également l'occasion d'aborder la problématique du manque de visibilité dont souffrent les jeunes créateurs africains. Boris Mounet propose une plateforme de crowdfunding dédiée aux créateurs de mode. Meet My Designer, c'est une plateforme internet sur laquelle des créateurs de mode viennent pour ouvrir une boutique et pouvoir commercialiser leurs pièces dans le monde entier. L'idée, c'est de permettre aux talents qui sont aujourd'hui inconnus de trouver une audience mondiale et de pouvoir développer leur activité dans le maximum de pays possible. Des créations toutes susceptibles de contribuer à l'émergence du continent africain. Reste à présent aux consommateurs à se les approprier. Alfred, on parle aujourd'hui du phénomène de ces expatriés qui reviennent au pays pour créer une activité. Est-ce que c'est un phénomène à encourager ? Naturellement, hein, les jeunes qui terminent leurs études, leur formation ici en Europe, qui voudraient aller s'installer en Afrique, investir en Afrique, c'est à encourager naturellement. Encore faut-il qu'on leur crée effectivement des cadres juridiques adéquats qui leur permettent effectivement de ne pas mettre 6, 7, 8 mois avant de lancer leur entreprise. Mais là, on est au niveau, j'allais dire, de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ça, c'est de la haute technologie, la médecine, pour l'économie, etc. Bon, ça, il y a de la valeur ajoutée hein, dans ces secteurs-là, mais il faut favoriser, au fond, le cadre juridique des investissements facile pour ces jeunes gens-là, pour qu'ils n'aient pas à ramer comme c'est souvent le cas en Afrique aujourd'hui pour créer une entreprise. Gémal, est-ce que la diaspora joue un rôle essentiel aujourd'hui pour le développement de l'Afrique ? Elle le joue pas suffisamment, elle peut le jouer plus, elle le jouera davantage à l'avenir, il n'y a aucun doute là-dessus. Toutes les grandes puissances aujourd'hui ont connu ce phénomène-là. Le rôle des diasporas est de toute façon important, quoi qu'il en soit. Un pays comme le Maroc, sa première entrée en devise vient de la diaspora. Et donc, la force, l'inventivité, la puissance et puis l'expérience acquise à l'étranger est évidemment une valeur ajoutée évidente pour les pays. Cela dit, on se dit un peu les choses, c'est-à-dire que le retour sur le continent africain, dans beaucoup de pays en tout cas, pose encore un vrai problème, c'est-à-dire que si vous voulez entreprendre après en Afrique, et que vous avez la route qui est cassée, l'électricité qui est en panne 2 ou 3 fois 2 heures par jour, et qu'en même temps l'Internet rame comme vous pouvez imaginer, c'est-à-dire qu'il y a ce facteur-là qui est à régler, mais il n'y a aucun doute que c'est une main-d'œuvre, c'est une puissance intellectuelle, c'est parfois financière importante, qui est un apport considérable pour le continent.
Lorraine Ekoué, une réaction rapide, s'il vous plaît. Rapidement, je suis entièrement d'accord. J'ajouterais que la diaspora sera d'autant plus utile si elle sait être humble et ne pas arriver en terrain conquis dans leur pays de leurs parents. Tout à fait. Ça, c'est vraiment un point à souligner. L'humilité va être primordiale. Absolument. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. L'économie malienne devrait croître de 5% en 2015 contre 7,2% en 2014 selon le Fonds monétaire international. L'inflation devrait rester au-dessous de l'objectif de 3% fixé par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour rappel, en 2014, l'économie du Mali avait renoué avec la forte croissance avec une augmentation du produit intérieur brut. En 2013, la baisse de la production agricole avait limité la croissance et en 2012, la croissance était nulle en raison des problèmes sécuritaires. Alfred, malgré des prévisions plus faibles qu'en 2014, le Mali semble renouer avec la croissance. Est-ce que cela signifie que le pays est sorti de cette crise économique dans laquelle il a été plongé lors du coup d'État militaire en 2012 ? Disons qu'au regard de ces prévisions du Fonds monétaire, il y a une forme de stabilité. Disons qu'il y a une forme de stabilité. À 2 points près, le Mali est dans la bonne direction, dans la bonne voie. Effectivement, avec le retour progressif de la paix et surtout la stabilité politique, ça permet effectivement au Mali de pouvoir se consacrer à ses tâches de développement, notamment du côté de l'agriculture et de la production de l'or en particulier. Je crois que c'est la bonne dynamique, mais qu'il faut accentuer en allant jusqu'au bout de la logique de paix par rapport au nord du Mali, qui est jusqu'à présent le point faible justement de cette croissance-là. J'ai mal à cette embellie économique, elle est clairement liée à ce retour à une certaine stabilité. Non, évidemment que la première des libertés, c'est la sécurité. La sécurité n'existe pas sans stabilité. Et donc, il est évident que le Mali profite, bien entendu, d'une situation. Ce chiffre est éloquent à plus d'un titre. Le premier, c'est que tous ceux qui nous disent que les matières premières sont les seuls vecteurs de l'économie africaine se trompent. La chute du cours des matières premières dépasse les 50%. Il n'y a aucun pays du continent africain vendeur de matières premières dont les revenus ont chuté de 50%. Ça n'est pas vrai. La croissance, évidemment, parfois, elle faiblit un peu. Elle faiblit d'un demi-point ou d'un point, jamais davantage. C'est-à-dire que si tout était lié aux matières premières, on serait dans une misère absolument plus grande. La deuxième des choses importantes, c'est-à-dire que là où on parle souvent des critères de Maastricht, c'est-à-dire l'idée de ne pas dépasser 33% de déficit du PNB et 3% donc de déficit budgétaire. La situation africaine est exactement celle-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays d'Afrique qui ne dépasse pas ces critères-là avec la croissance en plus. Cela veut dire quoi? Que la tournante de la croissance africaine est des réalités et que la confiance en l'avenir, les Africains ont toutes les raisons de l'avoir. Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le second volet de cette semaine consacré au spectacle vivant en Afrique. Lorraine Ekoué, merci d'avoir été là. Merci à vous, merci à vos téléspectateurs. Et est-ce que je pourrais rajouter, je dis bonjour à toute la communauté burkinabé de New York et de Harlem en particulier. Le bonjour est passé. Alfred, merci également. Merci Fanny de vous avoir retrouvé ici et puis merci à mes très chères téléspectatrices de leur accueil. Et Gémal, merci. Merci Fanny et bonsoir à tout le monde. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.